comment Louis Vuitton est passé du statut d'entreprise familiale, d'artisan passionné, à celui de géant commercial du luxe et d'usine à argent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Charlotte. J'aime faire des vidéos et je m'intéresse particulièrement au monde du luxe et aux créateurs. J'ai fait plusieurs vidéos qui retracent les histoires des grandes maisons. Ce qui me plaît, c'est le côté histoire, fouiller dans le passé pour trouver bien souvent des destins hors du commun. Mais c'est aussi le côté business. Comment crée-t-on un empire? D'où est-ce que ça part? Enfin, il y a le côté artistique. La mode et le luxe en général puissent toujours leur source quelque part. J'aime aller dénicher les anecdotes, comprendre les choix créatifs et les clins d'œil à l'histoire. Je vous conseille fortement de regarder ma vidéo sur Louis Vuitton avant de regarder celle-ci. De cette manière, vous comprendrez bien mieux de quoi on parle. Pour comprendre ce changement total de direction, j'ai retrouvé tous ceux qui ont un jour dirigé l'entreprise et je viens vous raconter ce qu'ils auront fait. L'entreprise a été fondée par Louis Vuitton lui-même en 1854. Emballeur de formation, il monte son affaire à 33 ans et ne tarde pas à créer ses premières malles de voyage. Lorsque Louis décide de se retirer des affaires, il confie la gestion de sa précieuse entreprise à son fils Georges, qui voulait l'étendre à l'international. Georges Vuitton a été formé à toutes les cordes de métier. Il a suivi son père à des rendez-vous d'affaires pendant plusieurs mois. Il a été personnellement présenté aux fournisseurs et aux clients. C'est la transmission du flambeau par excellence. Georges prend donc la direction de l'entreprise à 23 ans et il occupera ce poste jusqu'à sa mort. Pendant presque 60 ans, Georges a implanté avec succès l'entreprise en Angleterre et aux États-Unis en continuant l'œuvre de son père et en créant aussi les premiers sacs à main Louis Vuitton. Gaston Vuitton, le fils de Georges, est connu pour avoir une santé fragile à cause de ses problèmes de bronche depuis tout petit. Il grandit entre les bancs de l'école et les cures thermales et prend rapidement part aux affaires familiales dès 23 ans comme son père. Il sera exempté de son service militaire à cause de sa santé et à la fin de la Première Guerre mondiale, sur les 5 enfants de Georges Vuitton, Gaston est le seul survivant. Là on réalise quand même que s'il n'avait pas eu ces problèmes de santé et s'il avait été à la guerre, la descendance de Louis Vuitton se serait arrêtée nette dès la 2e génération. Mais Gaston, à la différence de son père Georges et de son grand-père Louis, n'aspirait pas qu'au métier d'emballeur et de malutier. Il était sensible à la lecture, aux arts, au jardinage et à la photo. Son sens artistique lui permettait de créer de véritables mises en scène pour les boutiques Louis Vuitton. Et peu à peu, l'entreprise devient officiellement fabricante de malles, de maroquinerie, d'orfèvrerie et d'articles de voyage. Le crash de Wall Street fera fermer de nombreux magasins, mais Gaston s'acharne. Malgré la difficulté financière, il ne cède pas à la facilité et se bat pour maintenir le standing et la qualité des produits de la maison. Gaston n'a eu aucun répit. À peine remis de la crise, il doit faire face à la Seconde Guerre mondiale. Gaston Vuitton mourut en 1970. Il restera connu comme le collectionneur d'objets, mais aussi pour son amour pour l'art délicat qu'il a insufflé à l'entreprise familiale. Henri Vuitton, le fils de Gaston, avait tenu la boutique de Paris pendant l'occupation. Entré comme apprenti dans l'usine d'Asnières à 17 ans, il passe 2 ans à apprendre toutes les cordes de métier sous l'autorité de son grand-père Georges. Il commence sa carrière commerciale au magasin des Champs-Élysées. À 20 ans, il passe directeur des ventes et à 35 ans, directeur commercial de la société. Henri Vuitton prend des initiatives et il propose à son père de créer une ligne de bagages souples et toute une série de sacs de voyage et de petites maroquineries. Il passe de nombreuses heures enfermé dans son bureau et il dessine 25 à 30 nouveaux modèles par an, dont certains sont encore en vente aujourd'hui. Peu de temps après avoir ouvert la première boutique Louis Vuitton au Japon, il est nommé président du conseil de gérance de Louis Vuitton, aux côtés de son beau-frère Henri Racamier. Le mari de sa sœur a 65 ans au moment où il rejoint Louis Vuitton après une brillante carrière. Il avait fait son apprentissage aux aciéries Peugeot. Il a ensuite créé sa propre affaire qu'il a développée à l'international et qu'il a fini par vendre au prix fort. Sa femme, Odile Vuitton, est actionnaire de la marque avec ses 5 cousins. Au moment où Henri Racamier rejoint l'entreprise, elle emploie 70 personnes, comptant tout et pour tout 2 magasins, et son chiffre d'affaires ne dépasse pas les 10 millions. Autrement dit, elle a connu des jours meilleurs. Louis Vuitton, entreprise prestigieuse mais modeste, demande de plus en plus conseil à Henri Racamier, lui qui a connu un grand succès avec sa propre affaire, avant de lui confier définitivement les clés en 1977. En véritable génie du commerce, il part d'un simple constat: c'est dans la vente de détail qu'on fait le plus d'argent. En 10 ans, il ouvre un réseau de plus de 100 boutiques en mettant l'accent sur le Japon et les États-Unis, où la marque est particulièrement appréciée, et il revoit tout son marketing. 20 ans plus tard, Louis Vuitton est devenu l'emblème du luxe dans le monde entier, et son chiffre d'affaires s'est multiplié par 60 pour atteindre 690 millions en 1997. À mi-chemin de cette ascension inédite, en 1987, Louis Vuitton fusionne avec Moët Hennessy, le roi du champagne et du cognac, pour former le groupe LVMH. Jusque-là, tout se passe bien, et Henri Racamier l'a bien compris, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Pourtant, ce génie de l'entrepreneuriat va faire une erreur qui va tout lui coûter: faire confiance à Bernard Arnault. Henri Racamier et son associé ne s'entendent pas, les tensions sont nombreuses et récurrentes, et Bernard Arnault profite de cette fragilité pour faire une offre à chacun d'eux. L'ex-patron de Moët Hennessy refuse immédiatement, mais Henri Racamier se laisse séduire et il s'associe avec lui.
Sauf que cette nouvelle société n'est qu'une façade. Bernard Arnault jouait solo depuis le début. En fait, il s'est clairement servi d'Henri Racamier pour atteindre les actions LVMH. Après maintes péripéties juridiques, Bernard Arnault devient officiellement patron de LVMH en avril 1990. Et la machine est lancée. 30 ans plus tard, LVMH est partout. Elle possède entièrement 75 maisons de luxe et a des parts dans tellement de grandes entreprises qu'il est difficile d'estimer son influence. LVMH a investi dans la mode, dans la maroquinerie, dans les vins et les spiritueux, dans les parfums et dans les cosmétiques, dans les montres, dans la joaillerie, dans les centres commerciaux et les magasins de revente comme Sephora, mais aussi dans l'art et dans la presse, si bien qu'aujourd'hui elle est le premier groupe de luxe au monde. En 11 ans, la valeur du groupe a été multipliée par 15, pendant que le chiffre d'affaires et le bénéfice, donc le cash flow, ont tous deux progressé de 500%. C'est absolument énorme. L'expression « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs » n'a jamais été si bien illustrée, sauf que cette fois-ci, la poule aux œufs d'or, c'était Louis Vuitton. Si vous avez vu ma vidéo sur Louis Vuitton, vous savez à quel point j'ai aimé son histoire. Et en tant que passionnée de l'artisanat, le sort de l'entreprise me fait mal au cœur. Malgré tout, il y a quand même une chose qui me console. Tout l'héritage n'est pas perdu. Louis Vuitton fabriquait des malles à la main et les fracassait contre les murs pour vérifier leur solidité. Sachez qu'aujourd'hui c'est toujours le cas. S'il y a bien une chose qu'LVMH n'a pas su s'approprier, c'est le savoir-faire Vuitton. Les malles sont encore fabriquées à la main, avec le même savoir-faire et la même technique qu'a développé Louis Vuitton lui-même dans les ateliers d'Asnières. Finalement, que ce soit les Prussiens au XIXe siècle ou Bernard Arnault en 2023, personne ne semble pouvoir mettre à mal tout l'amour et tout le travail que Louis Vuitton a mis dans son affaire.